Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Le ministre de la Santé met en garde contre les faux tests de dépistage à la COVID-19. Il a rencontré ce mardi les agents de santé en service sur les 3 sites de dépistage à l'aéroport de Cotonou. Passation de service à la direction départementale de la police républicaine du Koufo, le commissaire principal de police Séraphin Lossikende a pris service ce lundi. Et puis l'Italie s'enlise dans la crise politique. La démission du Premier ministre Giuseppe Conte la semaine dernière laisse un pays sans gouvernement. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de la Santé a rencontré ce mardi les agents de santé en service sur les sites aéroportuaires de dépistage de la COVID-19. Certains agents délivrent de faux tests, faux tests négatifs aux voyageurs. L'objectif de cette rencontre est de mettre en garde ces professionnels de la santé. Reportage. Le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, met en garde les agents en service sur les sites aéroportuaires de dépistage de la COVID-19. Certains de ces agents n'ont trouvé mieux à faire que d'aider les voyageurs à avoir de faux tests de COVID-19. Je voudrais également vous dire combien j'ai eu le cœur meurtri, combien j'ai souffert dans ma chair et dans mon âme lorsqu'il m'a été donné de constater depuis quelque temps que des voyageurs font usage de faux tests de COVID-19 avec la complicité avérée de certains acteurs du système sanitaire et surtout du système aéroportuaire sur lequel vous intervenez. Une situation qui a d'ailleurs entraîné la condamnation d'un des agents du site VIP à 24 mois d'emprisonnement ferme. Et ce n'est pas tout. Selon Benjamin Rumpati, ces sites sont devenus des sites de marchandage, de rançonnement, de mauvaises pratiques dans l'optique de délivrer de faux résultats négatifs. C'est le rendu de faux résultats négatifs, avec comme corollaire le voyage de sujets positifs à bord de moyens de transport en espace confiné où on enlève les masques, où on s'alimente, où on court le risque de contaminer des centaines de personnes. C'est irresponsable, c'est criminel. Heureusement, ce n'est pas l'ensemble des acteurs qui se livrent à ce genre de déviance. Face à cette situation, le ministre rappelle aux agents le caractère républicain de leur mission, mais également la volonté du gouvernement qui est résolument engagé à lutter contre la pandémie. Les sanctions seront sans état d'âme. Je suis venu vous dire que nous serons sans pitié lorsqu'un agent se rendra encore coupable de pareille déviance. C'est des actes crapuleux qui mettent en danger la vie et de nos concitoyens et de ceux qui font confiance à notre système et viennent se prêter aux tests de dépistage pour pouvoir voyager. Une tolérance zéro est donc décrétée face à cette déviance car une stratégie est mise en place pour identifier les agents indélicats qui jettent de l'opprobre sur l'ensemble et le reste des acteurs qui font leur travail avec conscience et responsabilité. La délivrance ou l'utilisation de faux tests est une infraction pénale punie par la loi pouvant entraîner jusqu'à 3 ans d'emprisonnement ferme. À cela s'ajouteront les sanctions administratives et disciplinaires, a conclu le ministre.
Dans le Koufo, la direction départementale de la police républicaine a un nouveau directeur. Le commissaire principal de police Séraphin Lossikene a pris service ce lundi en présence du préfet du Koufo, Jonas Boti, pour le compte rendu. Bientôt admis à faire valoir ses droits à la retraite, le commissaire divisionnaire Constant Cachemin, premier directeur départemental de la police républicaine dans le Koufo, est appelé à passer le témoin à son successeur. Il se rappelle des difficultés encourues dans la mise en œuvre des réformes de la police républicaine dans ce tout nouveau département du Koufo. Le parcours a été vraiment long et parsemé d'embûches. Personne ne pouvait s'assurer de l'issue, encore moins. Personne ne pouvait présager que nous arriverions. Tout était à penser et à repenser. Tout était à façonner. Tout était à construire. Mais avec force, courage et détermination, nous sommes ensemble parvenus à lever les obstacles, à transcender les difficultés, quelquefois par de lourds sacrifices imposés. Le DDPR sortant voudra bien ne pas trop s'éloigner de son successeur qui dit avoir besoin de son expertise. Nous avons encore besoin de vous, de votre expertise et de votre savoir-faire qui vous ont permis de tenir la charge pendant plusieurs années. Je vous promets de continuer inlassablement les œuvres que vous avez entamées afin de préserver les exploits de la police dans le département et rassurer davantage les populations de notre disponibilité à la mission régalienne. Le préfet du Koufo salue les mérites de son ancien collaborateur Constant Cachemin. DDPR sortant, vous avez été très disponible pour répondre à nos attentes. Vous savez, la sécurité et le maintien d'ordre, c'est le ciment entre tous les autres secteurs. Vous étiez toujours présent avant l'arrivée des malfrats. Je voudrais vous dire un grand merci. Merci pour avoir joué tout ce rôle-là. Christophe Megbedji avertit le nouveau DDPR du Koufo de l'immensité de la tâche qui l'attend. Sur le DDPR entrant, la tâche ne sera pas facile parce que vous serez appelé à travailler sous pression. C'est ça qu'ici dans le Koufo, on ne dort pas. Je compte sur vous parce que vous étiez déjà à côté de nous là. Vous avez vu faire de loin. Vous avez la chance de constater nos échecs, nos chances. Donc il vous revient de faire mieux que le DPR qui est en train de partir. Était également présent à cette passation de service l'association des sages et notables du Koufo, venue rassurer le nouveau DDPR de leur franchise collaboration dans la coproduction de la sécurité dans le département du Koufo. L'usage de la chicha est désormais interdit dans le département du Koufo. Le préfet du Koufo l'a fait savoir ce lundi aux unités de la police républicaine du département. Voici un extrait des propos du préfet Christophe Megbedji. Ce n'était pas courant chez nous. Depuis qu'on a interdit la consommation du narguilé et de la chicha, les gens envoient tout ici. Et maintenant, dans les restaurants, les buvettes, on utilise toujours le même embout. Même d'accord embout là qu'on met. Ils font semblant de nettoyer avec leur chiffon. Et ils envoient dans leur bouche. Et à tour de rôle. Mais ce qu'ils font là, ça ne sécurise pas les parents, les jeunes. C'est pour cela que nous avons réfléchi ensemble et un arrêté a été pris. Pour bien sûr couvrir nos éléments républicains qui vont agir en permanence et partout. Nous demandons votre présence sur le terrain. Parce que vous ne voulez pas que nos parents tombent malades. Nous sommes là pour assurer leur sécurité. Nous sommes là pour faire en sorte qu'ils soient en bonne santé. Je peux compter sur vous. Je sais que vous allez faire ce travail-là. Avant de partir, je souhaiterais qu'ils reçoivent copie donc de l'arrêté. Vous commencez par travailler en même temps. L'actualité hors du continent, le chef de l'État français a pris la parole ce mardi. C'était à l'issue d'une réunion avec les responsables du secteur pharmaceutique. Emmanuel Macron s'est prononcé sur la stratégie vaccinale en France. Français qui le souhaitent, vacciner à l'été 2021, aider à vacciner les pays les plus pauvres en leur fournissant des doses. Telles sont les intentions partagées par Emmanuel Macron ce mardi soir lors d'une prise de parole en direct.
Il promet aussi une accélération de la production. Aujourd'hui, ce qui nous contraint, c'est l'accès aux doses. Et donc, ce qu'il faut réussir à mobiliser, ce sont tous les laboratoires qui permettent de produire ces vaccins homologués par nos autorités sanitaires pour le plus vite possible acquérir le maximum de doses en toute sécurité. Et pour cela, le gouvernement a identifié 4 sites sur le sol français capables de produire des doses de vaccins. En Eure-et-Loire, Delpharm produira le vaccin de Pfizer-BioNTech. En Indre-et-Loire, Recipharm produira celui de Moderna. Dans le Val-de-Marne, où Sanofi produira un vaccin quand il sera disponible. Dans l'Eure et à Pau, Fareva aidera à la production du vaccin allemand CureVac, bien qu'il ne soit pas encore homologué. Un projet qui devrait débuter d'ici la fin du mois, mais ces laboratoires pharmaceutiques ne produiront pas l'intégralité des doses en raison de contraintes liées à la propriété intellectuelle. À ce stade, ce sera effectivement du flaconnage, mais il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit d'une opération très complexe, notamment pour les vaccins ARN messagers, dont les molécules sont très fragiles. On ne s'improvise pas flaconneur. Emmanuel Macron a également évoqué la mission scientifique envoyée en Russie pour découvrir le vaccin Sputnik V. Des échanges positifs, selon le chef de l'État, qui dit attendre la demande d'autorisation de mise sur le marché du producteur russe envers les autorités européennes. Plus de 100 millions de doses de vaccins ont déjà été administrées dans le monde et Israël est le pays le plus avancé. Plus d'un tiers de sa population a déjà reçu au moins une dose. Et les premières études ont montré une stratégie vaccinale qui commence à payer. De vaccination souvent qualifiée de satisfaisante, mais une hausse des cas qui n'en finit pas. C'est aujourd'hui la situation vécue par Israël qui a dû prolonger son confinement jusqu'au 5 février. Même s'il a été l'un des premiers pays à vacciner massivement, Israël enregistre ces derniers temps plus de 8000 nouveaux cas par jour. Les autorités misent plus que jamais sur cette campagne de vaccination pour sortir de la crise. Nous sommes en pleine course entre notre grande campagne de vaccination Retour à la vie et les variants du Covid-19. Cette campagne est la clé de notre plan de sortie de crise. Déjà 5 millions de doses ont été administrées dans le pays. Moins de 2 millions d'Israéliens ont reçu la deuxième dose et les hausses de contamination remettent en cause l'efficacité du vaccin. En Israël, les infections montent en flèche, notamment chez les ultra-orthodoxes. Des contaminations qui proviendraient majoritairement du variant britannique. Dans ce cadre-là, le Premier ministre s'est fixé un objectif. Aujourd'hui, j'ai fixé un objectif national qui est la base de notre sortie de crise. Vacciner au moins 90% de la population de plus de 50 ans dans un délai de 2 semaines. Cet objectif est réalisable car actuellement, 77% de cette tranche d'âge est vaccinée. Le vaccin Pfizer-BioNTech, utilisé pour vacciner la population, serait efficace à 92% si l'on se réfère à une étude menée sur 163 000 Israéliens, selon l'organisme d'assurance maladie Maccabi. Pour l'université américaine Johns Hopkins, le pays a enregistré plus de 650 000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, pour moins de 5 000 morts. Et puis l'Italie s'enlise dans la crise politique. La démission du Premier ministre Giuseppe Conte la semaine dernière laisse un pays sans gouvernement à un moment crucial dans la lutte contre le coronavirus. En Italie, les crises politiques s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. La coalition politique tripartite à la tête de l'exécutif, dirigée par Giuseppe Conte depuis septembre 2019, a implosé la semaine dernière. À l'origine de la crise, Matteo Renzi, qui a retiré le soutien de son parti Italia Viva, dénonçant une mauvaise gestion de la crise sanitaire. Il prive ainsi le Premier ministre de la majorité au Parlement, le contraignant à la démission. Il revient désormais au président de la République, Sergio Mattarella, de sortir le pays de la crise. Il a appelé ce mardi soir à la formation rapide d'un gouvernement afin de faire face aux défis qui s'imposent à Rome en pleine pandémie. Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche. J'ai le devoir d'appeler tous les partis politiques du Parlement à accorder leur confiance à un gouvernement de haut niveau qui ne devrait être affilié à aucune couleur politique. Je compte donc donner une mission le plus tôt possible pour former un nouveau gouvernement qui puisse faire rapidement face aux urgences.
Sergio Mattarella doit s'assurer au cours de ces consultations qu'un nouveau gouvernement, qu'il soit dirigé par Giuseppe Conte ou une autre personnalité politique, bénéficiera d'une majorité parlementaire stable. Mais les négociations entre forces de la coalition, le Parti démocrate, le mouvement 5 étoiles et Italia Viva ont pour l'instant échoué, affirme le président de la Chambre des députés. À l'heure actuelle, il reste des écarts à la lumière desquels je n'ai pas constaté de disponibilité unanime pour donner naissance à une majorité. Face à l'impasse, c'est Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui est appelé à la rescousse par le président, qui l'a convoqué pour un entretien ce mercredi midi. Et l'attente des Italiens est grande, conscients de l'urgence de dépasser les dissensions partisanes. Nous sommes très fatigués. À ce stade, tout ce qui vient est bien. Nous ne nous soucions pas de la droite et de la gauche. Nous espérons juste que quelque chose va se passer. Je pense que c'est mauvais, la crise gouvernementale, à un moment complètement mal choisi et juste un prétexte. Nous devons espérer, sans être nécessairement des partisans du gouvernement actuel, que la crise se termine, que l'Italie puisse avoir une certaine stabilité pour faire face à l'épidémie. Lourdement frappée par la pandémie qui a fait plus de 85 000 morts dans le pays, l'Italie ne peut se permettre une vacance du pouvoir à un moment crucial de la crise sanitaire. La crise politique pèse également sur la situation économique du pays. Sans exécutif, l'Italie, principale bénéficiaire du plan de relance européen, pourrait se trouver dans l'incapacité de le mettre en œuvre, ce qui la priverait ainsi d'un secours important pour se sortir de cette crise multiforme. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour l'attention.